Bonjour tout le monde. Alors, on commence un nouveau webinaire organisé par l'IFIC, l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance. La thématique qui sera abordée durant ce webinaire, en fait, ça sera le design et la fabrication numérique ou le design et la microfabrication par ordinateur. C'est une nouvelle thématique assez intéressante que je trouve. En fait, on change un petit peu, je dirais, de thématique par rapport aux anciens webinaires. Alors, ce webinaire, il sera, sera assuré par Monsieur Daniel Schneider, en fait, qui fait partie du laboratoire TECFA, rattaché à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Monsieur Schneider est docteur en sciences économiques et sciences sociales et il s'intéresse essentiellement au domaine des technologies de l'éducation et tout ce qui est système d'information et de communication. Il travaille actuellement sur tout ce qui est design et nouveaux usages des technologies dans l'éducation et ailleurs. Et il nous accompagnera durant 1 heure de temps pour présenter le concept du design et de la microfabrication. Alors, je rappelle quand même que vous avez la possibilité de poser vos questions via les réseaux sociaux, en fait, via essentiellement Facebook et Twitter, vous aurez une demi-heure pour débat avec Monsieur Schneider. Donc, je passe la main à notre expert et à notre intervenant, donc Monsieur Daniel Schneider. Bien, merci pour l'invitation, l'introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai préparé des transparents là que je vais essayer de partager avec vous. Hop, voilà. Donc, bon, initialement, je me suis plutôt préparé à un atelier interactif, mais hier, j'ai appris que je devais faire plutôt un exposé. Donc, je l'ai fait. Alors, je pense que ça va durer, j'espère que ça va durer à peu près 1 heure comme prévu. Et j'attends vos questions après. Donc, le sujet, c'est le design et la fabrication digitale, mais comme Luigi a déjà dit, on peut appeler ça autrement. On parle de microfabrication, on parle de fabrication pilotée par ordinateur, on parle parfois juste de Fab Lab, etc. Donc, moi, j'essaierai d'abord de clarifier un peu ces thèmes. Donc, en gros, le plan est le suivant. Donc, déjà un peu expliquer ce que j'entends par ce terme design et fabrication. Ensuite, pourquoi est-ce que ça peut nous intéresser dans l'éducation générale, je veux dire. On parle un peu des tendances, des courants, qui est derrière, qui fait cela, et puis de nouveau un peu comment en profiter. Voilà, c'est en gros le plan. Donc déjà un peu la définition technique. Donc le design et fabrication digitale, ça veut dire qu'on crée quelque chose sur ordinateur, donc on dessine, on programme, etc. Donc on crée un artefact, un design, et ensuite on pilote sa fabrication par ordinateur. Je vous montrerai des exemples plus tard, mais donc ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est par exemple l'impression 3D. Donc, juste clarifier quelques termes que j'ai là sur ces transparents. Donc, conception assistée par ordinateur, CAD, Computer Assisted Design, c'est le terme qu'on utilise dans l'industrie lorsqu'il s'agit de faire un dessin qu'on peut ensuite fabriquer avec une machine. Il existe également des variantes qui sont très intéressantes. Par exemple, la broderie assistée par ordinateur. Je pense que ça peut intéresser aussi les Africains parce que je connais assez mal l'Afrique, un petit peu quand même. Et je vois quand même qu'il y a pas mal de broderie dedans. Et c'est une technologie qui est difficile et intéressante. Et puisqu'elle est difficile, on peut y apprendre pas mal de choses. Il y a aussi la musique assistée par ordinateur, etc. Donc, il existe des spécialisations. Ensuite, côté fabrication, on parle de FAO en français, fabrication assistée par ordinateur. En anglais, ça fait CAM, Computer Assisted or Aided Manufacturing. Où on parle aussi de CNC, commande numérique. Donc là, on se réfère au fait que l'ordinateur peut piloter une machine. Typiquement, lorsqu'on achète une imprimante 3D, on peut utiliser l'ordinateur pour piloter l'impression.
côté musique aussi, il existe aujourd'hui plein d'appareils qui permettent en fait de reproduire un design qu'on a fait sur ordinateur, etc., etc. Voilà la définition. Hein. Donc, important, l'idée, on crée sur ordinateur un design. Ce design est échangeable, partageable. Une fois qu'on l'a, évidemment, on peut le modifier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après, on peut le fabriquer sans avoir des connaissances techniques et détaillées. Hein, je veux dire, pour rendre une sculpture sur une imprimante 3D, il faut en gros appuyer sur un bouton. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais il ne faut pas être sculpteur. Voilà. Donc, on passe au transparent suivant. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que cela peut nous intéresser dans l'éducation? Il y a plein de raisons. Là, j'ai toute une liste là que vous pouvez relire après aussi si jamais cela vous intéresse. Donc, bon, déjà un bon argument que c'est à la mode. Hein. Donc, vous prenez les journaux à peu près dans n'importe quel pays, on vous parle d'impression 3D, découpe laser, découpe vinyle, etc., etc. Donc, c'est toujours une bonne chose de s'intéresser aux sujets qui sont populaires parce que ça motive, quoi. Ça donne, ça peut amener même de l'argent, etc. Hein. C'est un peu comme les mots qu'une fois que les politiciens ils ont entendu un mot ou les journalistes, il y a des opportunités. Raison B, c'est on peut éveiller l'intérêt pour l'informatique, le design et les technologies. Ça concerne notamment des pays qui sont désindustrialisés ou qui veulent s'industrialiser. Par exemple, en Europe, il y a l'Angleterre qui maintenant investit massivement dans le design et la fabrication dans les écoles. C'est devenu un sujet obligatoire au secondaire 2, hein, ce que les Français ils appellent ça le collège. Ça peut aussi intéresser l'Afrique. En fait, il y a deux volets. Hein. Il y a éveiller l'intérêt pour le design et les technologies, qu'il s'agit de stimuler en tout cas dans certains pays. Puis il y a aussi éveiller l'intérêt pour l'informatique. Parce que contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, en tout cas en Europe, ça va pas très bien. Hein. Il y a ce mythe comme quoi la nouvelle génération, c'est des natifs qui se sentent à l'aise avec l'ordinateur, mais c'est complètement faux. Hein. Je veux dire, moi, même dans ma pratique personnelle, je constate que la majorité des étudiants est non seulement incompétent en informatique, est totalement incompétent, mais ils ont peur en plus. Et donc, et ça c'est dû au fait finalement qu'on fait relativement peu d'informatique à l'école. Il y a 30 ans, on faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un peu de Word, un peu de email, on discute des implications sociales, on fait de la recherche sur le web, mais on ne crée pas à l'école. Donc, on ne crée pas, on ne fait pas de programme, on ne fait pas de dessin technique, etc. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faudrait de nouveau introduire dans le système. Ensuite, quelque chose que je vais expliquer dans les transparents qui viennent. Il y a aujourd'hui une sorte de scission entre ce qu'on appelle la science et l'application, et quelque part, dû à cette scission qui est entre le savoir un peu théorique, un peu abstrait, et puis le savoir, disons, un peu plus applicable, il y a tout ce qui est design qui tombe à la trappe. Et ça nuit au développement. Je ne parle pas juste au développement de tous les pays. Les pays aujourd'hui qui vont bien, ce sont les pays qui peuvent, qui arrivent à produire des designs. Donc un design, c'est un objet assez abstrait, mais qu'on peut ensuite produire, vendre, partager, etc. Et là, les sciences de design sont assez malmenées globalement, sauf dans des niches très limitées. Donc, on a les écoles d'ingénieurs, je veux dire, en Afrique du Nord, ça domine, je dirais même, d'après ce que j'ai compris, ça domine pas mal l'éducation. Mais même dans ces écoles-là, la notion de design, donc de création, de faire quelque chose qui est à la fois nouveau, intéressant, utile, beau, etc., n'est pas assez poussée. Voilà. Ensuite, il est intéressant de s'intéresser au design et à la fabrication parce que ce sont des médias motivants. C'est-à-dire,
on peut par exemple enseigner l'impression 3D, la broderie machine, etc. Pas parce qu'on s'intéresse à l'objet lui-même, mais tout simplement parce qu'on peut y glisser des sujets. C'est toujours plus intéressant d'enseigner les maths, la géométrie, la programmation, le dessin, etc. si au bout, il y a quelque chose de tangible. Les apprenants, globalement, ils sont plus motivés lorsqu'on leur apprend quelque chose qui sert et qui devient tangible. Genre lorsqu'on enseigne, par exemple, la broderie, ils peuvent broder un t-shirt et avoir leur propre marque. Et dans le processus, les gens, ils auront appris à manipuler des images et à faire des dessins vectoriels, donc des choses que les jeunes ne savent absolument pas faire, correctement en tout cas. Et donc, c'est relié au point prochain, relever le niveau qui est très bas antique. Hein. Je veux dire, moi, je ne peux pas parler des pays africains ou de l'Afrique du Nord, mais je peux parler de la Suisse et de la France. Et là, je peux vous dire, le niveau, il est bas, incroyablement bas, contrairement à ce qu'on croit. Développement d'aptitudes métacognitives. Lorsqu'on engage un apprenant dans une activité qui consiste à fabriquer quelque chose, on développe un peu des capacités d'organisation et de planification, et aussi d'interaction, parce que ça, c'est un peu la même argumentation qu'on entend aussi dans le discours sur l'enseignement par projet. C'est toujours bien de faire des projets, et des projets qui posent un challenge, évidemment, des projets où on apprend quelque chose, parce qu'on apprend un savoir-faire qui peut servir plus tard dans la vie. Hein. Je dis notamment la notion de planification, des résolutions de problèmes, être capable de décortiquer un projet en enfin, un projet en but, les buts en sous-buts, etc. Être capable de trouver des ressources, de se rendre compte qu'on ne connaît pas quelque chose et qu'il faut peut-être bien l'apprendre, etc., etc. Voilà. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est la fabrication d'objets pédagogiques par les enseignants. Donc ça, on avait ça dans le temps à l'école, des modèles, il peut y avoir des artefacts archéologiques, il peut y avoir des visualisations de molécules, etc. Là, il y a toujours, ou bien aussi des objets qui démontrent des principes mathématiques ou géométriques. Il y a toujours des choses intéressantes à faire. On peut aussi créer des jeux. Hein, donc, il existe un mouvement très fort pour des jeux plateau, hein, chez les jeunes, et on peut peut-être en profiter pour faire des jeux pédagogiques qui fonctionnent avec des plateaux, donc avec des choses tangibles. Et puis finalement, on peut aussi s'intéresser aux incubateurs pour l'innovation, donc on peut créer aussi des enseignements de conception et de fabrication juste pour préparer les gens plus tard. Voilà. En gros, il y a encore d'autres raisons, mais en gros, il y a plein de raisons pourquoi ça peut nous intéresser. Alors, je reviens un peu sur le cadran de Pasteur. Donc, il y a un article de quelqu'un qui s'appelle Stokes, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui a fait pas mal parler de lui, et puis il y a toute une littérature en fait autour. Donc, lui c'est plutôt quelqu'un qui analyse le monde académique, etc. Donc, il s'est un peu posé la question comment tout cela a évolué, et puis il dit que voilà, on est en fait aujourd'hui dans une situation où à l'université et dans les écoles, on fait un peu la théorie pure. Donc, c'est la théorie qui sert peut-être, peut-être pas. Et en contraste, on a des gens qui inventent, mais qui contribuent rien à la théorie. Et lui, il cite le nom de Edison, donc ça, c'est le mec qui a inventé l'ampoule, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a très peu de gens qui travaillent à la fois pour la science et pour l'application. Et donc, il cite le modèle de Pasteur en disant que il faudrait faire attention, notamment dans l'éducation supérieure, à s'engager dans des activités qui sont à la fois appliquées, mais qui contribuent en même temps à la science, et dans l'autre sens. Hein. Aujourd'hui, un peu cette division dit, ouais, il y a des écoles qui vont juste enseigner, qui vont appliquer ce que les grands chercheurs théoriques inventent, etc. Mais
c'est une logique qui ne marche pas toujours très très bien. Voilà, donc c'est juste pour que vous sachiez ce que c'est. Il y a une nouvelle tendance, donc on parle aux États-Unis beaucoup de STEM. Hein, donc STEM, je ne sais pas comment ça se traduit en français, je n'ai pas eu le temps. On parle de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Hein, donc ce sont les sujets difficiles. Donc il y a les adeptes donc, des sciences, des technologies, de l'ingénierie, en tout cas chez nous, ils sont tout le temps en train de larmoyer. Comme quoi, il n'y a personne qui s'y intéresse. Notamment, on essaye de pousser aussi les femmes dans cette direction. Et puis, tous ces programmes de stimulation et tout ça n'ont pas l'air de très, très bien marcher. En tout cas, dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Alors, du coup, il y a un nouveau mouvement qui est né il n'y a pas longtemps qui se dit si on rendait ces choses moins chiantes. Parce que pour la plupart des gens, notamment la technologie et l'ingénierie, c'est quelque chose qui est juste pas drôle, quoi. Et donc, en observant à peu près les évolutions ces dernières années, donc il y a déjà des grandes entreprises qui jouent sur le design et qui ont du succès. Hein. Je cite Apple, par exemple. Il y a aussi Google dans le genre en informatique. Il y a de l'autre côté aussi un mouvement de bricoleurs, de do-it-yourself, de maker, etc., qui créent en fait des nouvelles choses qui sont à la fois fonctionnelles et beaux. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, en fait, c'est essayer de combiner à l'école ces disciplines plutôt technologie et puis sciences naturelles avec les arts. Hein. Donc, privilégier la beauté des choses en espérant effectivement deux choses, que un, ça attire plus d'étudiants plus d'élèves vers ces domaines-là, puis deux aussi que ça permet de créer des objets qui sont plus plaisants, voilà. Et il y a leur discours, vous pouvez aller voir l'URL plus tard ici, mais leur discours est simplement de dire que l'art plus le design, donc l'interaction entre l'art et l'ingénierie, va marquer le 21e siècle, comme au même titre que la science et la technologie ont marqué le 20e siècle. Voilà. OK, maintenant, qui fait du design et de la fabrication? Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de constater qu'il y a plein de mouvements. Il y a des interactions, évidemment, avec ces mouvements. Il y a des personnes qui circulent dans plusieurs environnements. Première chose qu'il faut dire que le design et fabrication, c'est pas nouveau. Hein, donc, ce qu'on appelle le bricolage en français ou le do-it-yourself en anglais, c'est une ancienne tradition. Et c'est une tradition qui s'est toujours modernisée, effectivement. Mais ces derniers 10 ans, je veux dire, il y a eu un mouvement qui allait vers la digitalisation et un peu plus vers le fun. À l'époque, les gens qui faisaient le bricolage et le do-it-yourself, c'était une minorité qui faisaient peut-être parfois un petit peu sourire. Ce sont des gens qui s'enfermaient chez eux, qui bricolaient plutôt seuls, parfois dans des clubs, etc. Et donc, il n'y avait pas vraiment un échange énorme sur l'échelle planétaire. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, par exemple, le Make Sign, hein, ça c'est une revue commerciale qui est destinée aux bricoleurs, donc aux makers. Vous voyez que tout est hip, tout est beau. Il y a beaucoup d'informatique dedans et ça attire, en tout cas dans certains pays, on peut vraiment appeler cela une foule. Après, il y a quelque chose qui est un deuxième mouvement, ce sont notamment les hacker spaces, les maker spaces. Donc là, il s'agit d'un mouvement plus alternatif, beaucoup moins commercial, tendance politique plutôt anarchique, hein, au sens l'anarchisme qui était inventé à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc, ce sont des espaces qui sont souvent physiques. Les gens vont s'y rencontrer et vont fabriquer des choses. Hein. Et beaucoup d'électronique, donc c'est des gens qui travaillent beaucoup avec soit des kits comme Arduino ou simplement ils essayent d'améliorer leur ordinateur, de faire des choses drôles avec, etc.
ça c'est des hackerspaces. Il y en a à peu près partout. Et contrairement aux Fab Labs que je vais introduire plus tard, qui font en gros presque la même chose, les hackerspaces, c'est du bottom-up. Ça vient de la base. Une troisième tendance, c'est que, en tout cas en ce qui concerne le design et la fabrication, il y a aujourd'hui une communauté mondiale et qui est en même temps déjà pas mal commercialisée. Donc vous avez des sites web comme Thingiverse qui vous permettent d'échanger des designs. Hein, donc c'est quand même essentiellement des designs pour imprimante 3D, mais il y en a d'autres. En même temps, il y a une entreprise commerciale derrière qui veut vous vendre une imprimante. Puis après, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante professionnelle et qui veulent réaliser un design de façon professionnelle, il existe aujourd'hui des sites. Vous pouvez télécharger un fichier, puis après, vous renvoie par poste l'objet. Hein, par exemple, moi, je fabrique pas mal de Lego avec mon imprimante 3D. Là, la qualité n'est peut-être pas super. Maintenant, si je veux avoir un Lego en or, je peux. Hein, ça va me coûter très cher. Mais il suffit d'aller sur Shapeways et ensuite verser l'argent et ça revient. Puis en plus, je peux vendre mon Lego en or. Hein, donc, l'idée, c'est que les gens qui fabriquent des choses, ils peuvent le faire fabriquer par des entreprises spécialisées qu'on trouve sur Internet. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous êtes créatif, vous avez créé un truc, par exemple un Lego spécialement drôle, une lampe, un meuble, etc., vous pouvez le mettre en vente et puis la personne peut ensuite le faire fabriquer sur mesure, faire des petites adaptations et le faire venir. Quatrième tendance, c'est qu'il y a eu des initiatives académiques donc, qui sont très importantes. Moi, j'en distingue deux. Il y a les Fab Labs. Donc, les Fab Labs, c'est une entreprise politiquement, je dirais plutôt socialiste. Hein, donc, aux États-Unis, on appelle ça des liberals. Donc, c'est des gens notamment du MIT. Hein, donc, c'est une école d'ingénierie, peut-être la meilleure du monde. Et là, il y a notamment un enseignant qui a un labo énorme où il peut à peu près tout fabriquer. Je ne sais pas combien ça vaut, ce labo, mais il y a des machines assez incroyables. Hein. Donc, il fabrique des gros objets de plusieurs mètres jusqu'au nanomètre. Donc, il peut à peu près tout faire. Après, il s'est dit, ce serait intéressant si tout le monde pouvait avoir ça. Et donc, ils ont créé une sorte de charte Fab Lab. Parce qu'après, il y a un peu des clones de Fab Lab qui ne respectent pas cette charte. Une charte de Fab Lab où pour un budget relativement modeste, genre, je sais pas, autour de 50 000 €, on peut avoir un Fab Lab où on ne peut pas fabriquer tout, mais énormément de choses quand même. Et puis, ils ont trouvé pas mal d'argent, etc., de fondations pour ensuite créer des Fab Labs dans beaucoup de pays. Et puis aujourd'hui, même en France, il y en a 2-3 dizaines de Fab Labs qui sont plus ou moins grands, quoi. Et comme je disais déjà, à l'origine en tout cas, le mouvement Fab Lab, ça vient du haut. C'est-à-dire, il y a très souvent une université, souvent une école d'ingénieurs, qui en fait encadre la chose. Il y a la ville qui participe peut-être, qui paye les locaux, etc. Donc c'est un peu dans l'idée, je dirais, dans l'idée d'un développement. On peut parler ça comme ça. Voilà, donc ça c'est une première initiative académique, je peux y revenir un peu plus tard. Il y a une deuxième initiative aussi qui a eu un impact énorme, c'est un projet de recherche en Angleterre qui a essayé de créer un robot qui peut s'auto-répliquer. Hein. Donc c'est des chercheurs en intelligence artificielle qui se sont posé la question, comment fabriquer un objet qui peut se reproduire lui-même? Et donc ils ont créé la première imprimante 3D bon marché. L'imprimante 3D dans l'industrie, on appelle ça des machines de prototypage, ça existe depuis longtemps. Je veux dire, ça 20 ou 30 ans que c'est extrêmement courant. Il y a des pays où on fabrique quasiment plus rien, mais où on utilise ces machines pour prototyper. Par exemple, autour de Genève, en France, il y a pas mal d'entreprises qui font exactement ça. Le seul problème, c'est que ces machines industrielles sont grosses, ça coûte très cher, 100 000 € ou plus si on veut quelque chose de sérieux. Et donc, ces chercheurs en Angleterre, ils ont inventé un design qui permet en fait de construire une imprimante avec quelques centaines d'euros, ou moins maintenant aujourd'hui. Et puis,
deuxième idée intéressante, c'est qu'une partie de la machine elle-même peut être reproduite par la machine. Hein, donc la machine est fabriquée avec des tiges et des éléments en plastique, et tout ce qui est plastique, ça peut être fabriqué par la machine. Et ce projet est connu sous le nom RepRap, et maintenant il y a carrément toute une communauté autour des des designs variés de RepRap, quoi. Et ça, c'est ça qui a déclenché en fait l'impression 3D bon marché, telle qu'on la connaît maintenant aujourd'hui. Puis il existe maintenant je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de différents types de machines qui sont basées sur ce principe-là. Voilà. Et donc, une initiative, j'en ai déjà parlé, dans certains pays, notamment en Angleterre, ils se sont rendus compte qu'ils produisent trop d'élèves qui ne savent rien faire. Hein, et qui ne sont pas forcément utiles, qui ne trouvent pas de travail, etc. Et donc, en plus, évidemment, tout le monde sait que l'industrie anglaise, qui était à une époque le leader mondial, est devenue je ne sais pas comment on dit ça en français, une lumière rouge. Ils ont pratiquement tout perdu. Niveau d'industrialisation, je pense qu'il est à peu près pareil qu'en France, mais je ne veux pas dire du mal de la France puisque c'est pour l'AUF que je parle. Mais globalement, il y a un problème dans certains pays, et notamment dans les pays qui ont tout misé sur la théorie. La Suisse se comporte un peu mieux parce que nous, on a une bonne tradition d'écoles d'ingénieurs appliquées, ce qu'on appelle les universités appliquées, qui ont toujours travaillé avec l'industrie et pour l'industrie. Et les élèves en Suisse qui vont dans ces écoles-là ont fait un apprentissage. Ils ne vont pas à l'école, hein, donc ils apprennent pas trop de trucs inutiles. Mais non, je rigole un petit peu. On peut en discuter du système suisse, qui a rien à voir là-dedans. Mais j'aimerais revenir un peu sur ça. Donc, en Angleterre, ils ont décidé d'insister massivement sur le design et la fabrication. Là-bas, ça s'appelle design et technologie. Et donc, c'est devenu un sujet obligatoire au secondaire 2, au même titre que les langues. Hein. Donc, en France, d'ailleurs, ça existe aussi la techno. Hein. Pour ceux, je ne sais pas s'il y a des Français qui m'écoutent là. Ce problème avec la techno, c'est que c'est poussiéreux et ce n'est pas valorisé. Donc, en Angleterre, c'est un sujet qui a le même poids et qui existe depuis seulement quelques années. Il n'y a pas encore des résultats, mais c'est néanmoins intéressant de voir comment ça progresse, de quelle façon ils arrivent à introduire cette notion-là dans le curriculum. En tout cas, les premiers résultats montrent que c'est populaire, que les élèves qui ont des bonnes notes dans ces cours-là ont également des bonnes notes ailleurs. Donc, on peut éventuellement formuler l'hypothèse que ceux qui développent des compétences un peu métacognitives grâce à ces cours-là se débrouillent peut-être mieux ailleurs, mais à mon avis, il est trop tôt pour savoir vraiment si c'est un succès. Une tendance qui est très nouvelle, c'est en sciences citoyennes. Donc, les sciences citoyennes, en fait, décrivent un phénomène qu'on connaît aussi depuis assez longtemps, c'est-à-dire ce sont des citoyens qui participent à la recherche. À une époque, ça se faisait beaucoup en botanique, aussi en astronomie, etc. Puis aujourd'hui, il existe des millions de citoyens qui font toutes sortes de travail gratuit pour la science. Puis il y a une forme de cette science citoyenne qui est extrême, enfin ils appellent ça comme ça, c'est la science participative. C'est-à-dire là, on essaie de faire de sorte à ce que les citoyens puissent participer à la gestion de leur environnement. Et tout ça, ça vient d'une forme de géographie un peu radicale, d'une cartographie radicale. Donc, au début, elle a commencé à apprendre aux gens comment faire des cartes qui visualisent leur environnement et qui leur permettent ensuite de gérer l'environnement, d'intervenir auprès des décideurs, etc. Puis aujourd'hui, ces mêmes gens-là commencent un peu à enseigner ou à fabriquer avec les citoyens des appareils, par exemple des appareils qui permettent de mesurer le bruit, des avions qui volent avec des caméras pour cartographier les problèmes qu'il y a au niveau de l'aménagement des routes, il y a des capteurs de pollution, etc. Et tout ça, ils font évidemment avec les outils, le type d'outillage qu'on a dans les Fab Labs.
Une dernière tendance, c'est que les ingénieries se démocratisent. Tendance globale, vous voyez ça avec l'ordinateur. À une époque, un PC un peu musclé coûtait plus que 5 000 euros. Aujourd'hui, on peut l'avoir pour beaucoup moins. Pareil pour les imprimantes 3D. Maintenant, vous pouvez avoir une machine clé en main, donc une machine qu'il ne faut pas assembler soi-même pour rien du tout. Hein, enfin, pour rien du tout. Ça a quand même un certain coût pour 1 000 euros. Et puis moi, je pense que d'ici quelques années, on peut aller dans un magasin tout à fait ordinaire et avoir une imprimante 3D qui est facile à utiliser. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. D'un point de vue technique, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, donc quelques trends, des initiatives multiples, une effervescence, désolé, qu'on peut observer à peu près partout. Alors, juste pour vous montrer qu'il y a un intérêt dans la francophonie, là il existe un MOOC, pour ceux qui cela intéresse, sur le design et la fabrication, qui a commencé il y a à peu près 5 semaines. Et pour le moment, ils ont fait surtout de l'électronique. Hein, donc, ils ont travaillé avec les kits Arduino. Et puis là, à partir de la semaine 5, ils vont se lancer dans si j'ai bien compris, dans la fabrication 2D et 3D. Et là, j'ai pris une carte ce matin. Et la carte, elle montre qu'il y a des participants aussi en Afrique. Hein, il y en a à Tunis, Tunisie, au Maroc, etc. Il y a à peu près 9 000 inscrits dans ce cours, dont peut-être 1 000 qui sont plus ou moins actifs, quoi. Et donc ça, c'est un signe qui montre quand même qu'un intérêt est là. Là, j'ai un autre... là, je reviens un peu sur le côté conceptuel. Donc, parce que, si vous avez bien compris, mon discours, il englobe... que j'ai eu jusqu'à maintenant englobe plusieurs trucs, hein, mais j'aimerais revenir un peu sur l'éducation et sur l'éducation générale. Donc moi j'ai le discours suivant qui dit voilà, le design et la fabrication par ordinateur, c'est pas seulement intéressant pour des élèves qui ont des intérêts très spécifiques, etc., mais ça peut intéresser à peu près tout le monde. Ça peut intéresser l'éducation en général, et donc j'ai le discours un peu qu'on entend en Angleterre aussi. Donc et pour savoir pourquoi ça peut nous intéresser au-delà juste des questions d'industrialisation, de réindustrialisation, il faut regarder un peu ces schémas-là. Donc, les savoirs qu'on met en action lorsqu'on fait du design et de la fabrication. Donc, si vous devez faire un design et ensuite le fabriquer, ben, vous devez déjà être capable d'analyser un problème ou de voir qu'ici et là, il peut y avoir un besoin. Vous devez ensuite avoir des idées de design. Hein? Donc, une fois que vous avez fait votre analyse, vous devez être créatif et dire, voilà, là, j'ai une idée géniale, on pourrait faire ceci et cela, et puis ensuite faire la spécification. Bon, ceux qui sont informaticiens parmi vous, ils voient que c'est assez classique. Ce qui est un petit peu moins classique, c'est que il y a peut-être pas, c'est peut-être moins automatique. Hein, il y a un brin de créativité supplémentaire là-dedans, puisqu'on n'a pas forcément, on ne veut pas forcément engager des élèves juste à reproduire quelque chose, mais à arriver avec quelque chose qui est un petit peu original. Ensuite, une fois qu'on a ça, il faut maîtriser toute une chaîne d'outils. Donc, il faut apprendre à configurer des outils. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut toujours servir. Parce que moi, j'ai enseigné les nouvelles technologies et puis je me rends compte que les élèves qui se débrouillent bien, c'est toujours des élèves qui ont vu 5, 6, 7 logiciels différents. Ceux qui en ont vu qu'un ou deux, hein, qui maîtrisent genre que Word ou Excel et puis éventuellement un navigateur, n'arrivent pas à rentrer en matière lorsqu'on leur présente un nouveau outil. Hein. La logique de ces outils, au fond, ça peut être un logiciel d'analyse statistique, ça peut être un logiciel de dessin, ça peut être un environnement de programmation, et quelque part toujours la même. Pour donc mettre en œuvre tout cela, il faut maîtriser plusieurs compétences. Hein, donc,
comme j'ai déjà dit, il faut apprendre à configurer, à faire ce que j'appelle de la configuration. Et ça, c'est quelque chose qui est pas utile en soi, peut-être pour la vie, savoir configurer, par exemple, un outil qui pilote une machine, mais pour que les jeunes ils aient une expérience un peu plus large, c'est une bonne occasion. Et sans expérience large, les jeunes n'arrivent pas à faire des abstractions. Ça, c'est un des gros problèmes quand les jeunes ils arrivent dans le monde industriel. Ils n'ont pas de concept, ils n'ont pas de principe, et donc ils mettent énormément de temps en fait à se lancer dans un environnement logiciel. On peut également enseigner à programmer. Donc, il est tout à fait possible, par exemple, de programmer des objets 3D. Donc, il existe des alternatives, mais dans nos écoles, à une époque, on enseignait du Logo. Maintenant, pour sensibiliser les jeunes, on enseigne souvent la robotique programmable. Donc, il y a les kits qu'on a de Lego, etc. Tout ça, ça n'a jamais bien marché. Et je pense que ça n'a jamais bien marché parce que le résultat, c'était toujours quelque chose qui était assez artificiel, genre une tortue qui se promène sur l'écran ou un robot qui marche et qui intéresse une minorité. Si on programmait des objets 3D, ça pourrait peut-être intéresser une population un peu plus large parce que le type d'objet qu'on produit est plus simple. Mais par contre, il peut être utilisé dans beaucoup plus de contextes. Et puis finalement, quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est enseigner le dessin. Le dessin, on le rencontre partout. Hein. Par exemple, lorsque je vous fais des PowerPoint bien faits, je m'excuse, hein, ça c'est des PowerPoint un petit peu médiocres que j'ai ici. Si vous voulez faire une présentation qui jette, il faut savoir dessiner. Si vous voulez faire des visualisations de données, aussi, il faut comprendre des processus de dessin. Et donc, après, il y a des professions qui dépendent de dessin. Notamment en architecture, dans certaines formes d'ingénierie, le dessin fait partie du job. Mais il existe plein de situations, il faut savoir dessiner. Et le dessin technique, de nouveau, notamment la manipulation de courbes vectorielles, c'est quelque chose que les jeunes ne savent absolument pas faire et ce serait une bonne occasion de l'apprendre. Puis après, comme résultat, on a un design réutilisable, comme j'ai déjà dit, et c'est ça qui est intéressant et motivant là-dedans. Parce que enseigner à configurer, enseigner à programmer, enseigner à dessiner, enseigner le design, on peut le faire d'une autre manière. Il n'y a pas besoin du design et de la fabrication digitale. L'avantage énorme qu'on a là, sur le plan de la motivation, c'est qu'à la sortie, on a un artefact tangible, puis en plus, on a un design réutilisable qu'on peut partager avec d'autres apprenants, qu'un enseignant que peut mettre à disposition pour que les élèves ils puissent construire à partir de l'objet. Donc, on peut recombiner aussi. Ne pas travailler en tant qu'individu, mais travailler comme dans une équipe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Voilà. Donc, je passe quelques idées, quelques exemples. Là, je vais peut-être de nouveau basculer un peu hein, pour que vous voyez 2-3 transparents. Faire de l'impression 3D, ça peut servir à enseigner à programmer. Voilà l'exemple. Donc, il existe un langage qui s'appelle OpenSCAD que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et qui vous permet de fabriquer des objets 3D. C'est une sorte de langage de programmation fonctionnelle. Hein, donc, en plus, vous pouvez même enseigner quelques principes de la programmation fonctionnelle si vous avez envie. Par exemple, moi, j'ai fait un kit pour fabriquer des Lego avec ça. Vous pouvez... ça, c'est une autre technologie que je vous montre ici. Donc, il existe des traceurs de découpe. C'est un nom un peu exotique, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des vieux ici, hein, des gens comme moi, qui m'écoutent, mais à une époque, quand on voulait faire des graphismes sur ordinateur, on avait ce qu'on appelait des traceurs. Hein, c'était des machines
qui pilotait une sorte de crayon qui se promenait sur la surface et qui faisait les dessins. Puis aujourd'hui, on a des petites machines qui sont basées sur le même principe, simplement à la place d'un crayon, on met un petit couteau. Et le petit couteau, il peut découper des choses, donc du vinyle qu'on peut coller sur le mur, du carton, du papier aimant, etc. Ou bien des trucs qu'on peut coller ensuite sur les t-shirts. C'est une machine commerciale, mais il existe aussi du gratuit, du bricolage. Mais même la machine commerciale, ça ne coûte pas très cher. C'est l'appareil commercial, le meilleur marché pour faire de la fabrication par ordinateur. Et là, vous pouvez apprendre à faire des dessins simples. Donc ça marche avec des enfants qui sont très jeunes. Bien évidemment, ça marche très bien aussi avec des gens qui n'ont aucune éducation technique. Après, j'ai déjà mentionné la broderie. Donc, la broderie est quelque chose qui est exigeant, donc difficile. Et il faut compter au moins 2 semaines pour avoir une idée, et peut-être 5 ans pour être vraiment bon. Mais au bout de 2 semaines, on peut faire des choses qui sont assez intéressantes, mais pour faire de la broderie, il faut vraiment maîtriser le dessin vectoriel, sinon c'est pas possible. Et puis, comme je déjà dit, la broderie, c'est extrêmement motivant parce que on peut se créer des habits sur mesure. Bien sûr, chez nous, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu en Suisse, la broderie est plus souvent utilisée par des gens qui achètent juste des dessins qui sont déjà faits, et puis notamment des faux, donc des faux Lacoste, des faux, je sais pas, etc. Mais vous pouvez créer votre propre marque. Et d'après ce que je sais, en tout cas, dans certains pays africains, il y a une tradition ancestrale de broderie pour faire des habits de mariage, etc., qui sont extrêmement coûteux. Donc, vous pouvez là aussi faire votre design à vous, mais sur ordinateur cette fois-ci. La découpe laser, ça c'est un appareil qui est un peu plus cher et qui nécessite une aération, malheureusement. Et donc, il existe également des appareils open source qu'on peut faire assembler soi-même en kit, mais là je fais un peu moins confiance parce que c'est quand même une technologie un peu plus dangereuse, déjà à cause du laser, le feu, et ensuite la fumée, donc il faut peut-être acheter, donc c'est relativement cher, 100 000 euros peut-être pour une machine, plus l'aération. Là on peut fabriquer ce genre de choses, donc on peut découper, c'est la même chose que ça, que la machine de découpage là, sauf que là, dedans, on peut mettre du plexiglas, du bois, etc. Et d'après ce que les gens me disent, en tout cas en Hollande, où il y a vraiment des Fab Labs sérieux, genre, notamment celui de Amsterdam, c'est l'instrument le plus populaire qui marche le mieux. Alors, j'aimerais aborder maintenant un petit peu comment penser, comment penser un enseignement qui va dans ce sens-là. Donc, première chose qu'il faudrait faire pour introduire ça dans les écoles, moi je ne connais pas du tout la situation en Afrique, je ne sais pas si vous avez copié les Français avec les cours de techno, mais en tout cas si vous avez des cours de techno, ici des Français qui m'écoutent, moi je donne le conseil de massivement dépoussiérer ça. Ce qu'on fait dans ces cours de techno, c'est souder des choses, ce n'est pas inutile non plus, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir comment souder quelque chose, mais il faudrait vraiment introduire ces technologies digitales, amener des imprimantes 3D, des brodeuses, des découpes laser, etc. Ensuite, il faudrait ne pas juste apprendre les gestes aux gens. Parce que dans l'éducation, il y a énormément de matières qui sont en compétition, il y en a de plus en plus, genre l'informatique est toujours pas rentrée dans l'école. À l'école, on enseigne toujours des choses qui sont inventées avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception peut-être de la biologie. Mais tout ce qu'on a inventé depuis 1950, on ne l'enseignait pas encore dans les écoles. Et on l'enseigne à peine dans les universités. Et donc là, il y a quelque chose, il y a un problème, je veux dire, pour justifier qu'on introduit encore une nouvelle matière dans l'école, alors qu'il faudrait déjà en introduire d'autres, il faut bien argumenter. Et l'argumentation pour moi, c'est de dire que ici, il ne faut pas juste donc, enseigner des gestes, donc pas juste enseigner comment faire des dessins techniques et ensuite les imprimer, mais il faut les relier. D'autres ont le même
ont la même argumentation. Donc, il y a des domaines comme, bon, là j'ai un transparent en anglais que vous pourrez voir plus tard, mais il y en a un qui dit, voilà, il y a la nourriture, il y a l'habitation, il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a la mobilité, il y a la santé, il y a la sécurité, etc. Hein, qui sont un peu des domaines et qu'il faudrait croiser ces domaines avec les principes de design, de modélisation, comprendre ce que c'est un système, les ressources, les valeurs humaines. C'est-à-dire un enseignement comme ça fait seulement du sens si on arrive à introduire des problématiques théoriques qui sont un peu plus larges et puis aussi des domaines qui intéressent et qui sont peut-être contextuellement différents. Hein, il y a peut-être des régions, il faudrait peut-être s'intéresser à la mobilité, au transport. Il y en a d'autres, on s'intéressera peut-être plus à l'eau, à l'énergie, etc., quoi. Et faire quelque chose qui a du sens. Voilà. Et donc là, il me reste 10 minutes, si j'ai bien compris. Donc, comme j'ai déjà dit, le design et la fabrication digitale, comme c'est déjà une réalité dans l'industrie, il faut bien comprendre cela. Aujourd'hui, j'ai surtout parlé un peu des nouvelles choses qui touchent le grand public, hein, tous ces mouvements, les makers, les Fab Labs, ce qui se passe dans l'école, etc. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'industrie fonctionne déjà comme ça. Quand il y a une entreprise française ou suisse ou n'importe quoi, fait un nouveau design, on fait un prototypage, et ensuite, le reste, on fabrique en Chine. Et ce qui fait vivre nos économies ici, c'est pas tellement la fabrication, c'est plutôt un design. Et la deuxième chose qui va intervenir maintenant, c'est la fabrication sur demande. Donc, on peut créer des objets qui sont intéressants et qui sont exactement calibrés pour un besoin spécifique et qui peuvent être fabriqués ici avec ces mêmes machines. Ça fait effectivement des objets plus chers, mais là, il y a peut-être quelque chose. Et donc, après, donc, j'ai encore un truc que j'ai déjà évoqué au début. Donc, l'idée de faire des modèles et des choses qu'on peut manipuler. Donc, ici, on a une reproduction d'une tablette, donc un artefact archéologique. Ici, on a une molécule. Ça, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi. Moi, j'ai fabriqué une sorte de kit qui permet à un étudiant en test de visualiser son avancement. Donc, j'ai testé ça avec deux de nos thésards. Ça, c'est assez mal passé, je dois avouer, parce que il y a tellement de choses qui sortaient que finalement, ils trouvaient ça déprimant de regarder tous les jours, quoi. Mais donc, ça les a bien engagés dans une réflexion, mais finalement, elles ont trouvé ça un peu déprimé. Donc, j'ai un peu abandonné, mais peut-être je vais le reprendre. En tout cas, donc il y a une sorte j'ai simplement imprimé des Lego un peu spécifiques qu'on peut poser sur une plaque normale, combinés avec d'autres Lego qui visualisent le progrès. Puis après, les gens peuvent amener leur propre Lego et faire des choses. Et ça, c'était au début. Après, c'est devenu beaucoup plus sauvage. Après, on peut faire d'autres trucs. Par exemple, ça, c'est un exemple de nos amis de Lausanne qui ont créé une sorte de simulateur aussi avec des petites boîtes en plastique qui étaient faites avec une imprimante 3D. Il y a une caméra ici qui regarde un QR tag dessus et puis ensuite qui peut interagir avec un ordinateur et faire de sorte à ce que ça devienne une réalité augmentée. Donc, il y a des projections dedans. Ce que la personne fait ici va dans un ordinateur, etc. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Donc, on peut faire des choses quand même un peu plus sophistiquées. Évidemment, on peut incruster de l'électronique aussi dans les objets, mais là, ça dépasse un peu de genre de choses, le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a quelques idées pour la discussion. Bon, oui, sans doute, il y a déjà des questions, je pense, qui sont arrivées, qui vont arriver. Quelques idées supplémentaires. Si vous voulez avoir plus de détails sur le workflow, hein, c'est quoi le processus, par exemple, pour faire de l'impression 3D? Qu'est-ce qu'il faut comme machine, comme logiciel? Je peux répondre à ça. Comment enseigner? Bon, j'en ai parlé déjà, mais on peut revenir un peu. Je peux peut-être montrer un ou deux logiciels
visiter des sites web, etc., ou revenir sur le programme en Angleterre éventuellement. À la fin de ma présentation, il y a aussi quelques liens ici. Et donc, on a deux wikis, une version anglaise où il y a plus, parce qu'en règle générale, quand j'écris quelque chose, je le fais en anglais, ça me donne un public plus large. Il y a aussi quelques trucs en français. Les transparents sont disponibles. Je vais tout au début, ici. Donc là, vous pouvez avoir une copie, soit de PDF, soit de PowerPoint. Puis ceux qui préfèrent avoir une version wiki peuvent regarder là. Donc d'abord, j'avais en fait présenté, j'avais d'abord fait cet article dans le wiki là. On peut aller regarder une fois. Donc je change de... Là, ça va être sport maintenant. Je vais changer. Voilà. Démarrer partage de l'écran. Voilà. Donc, ce que je viens de faire là est documenté aussi dans cette page wiki. Et donc, on va partager l'adresse. Hein, ouais, vous pouvez partager l'adresse, exactement. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, là-dedans, ce qui est intéressant, ce sont évidemment un peu des liens. À chaque fois que j'ai parlé d'un sujet, j'ai fait quelques liens. Voilà, donc j'ai terminé. Bien, merci Daniel, c'était très intéressant quand même. Alors, nous commençons avec quelques questions en fait. Donc, une première question concernant justement les travaux de recherche que vous menez à TECFA actuellement justement. Donc, les gens aimeraient bien avoir plus de détails sur cet aspect-là, donc sur tout ce qui est donc fabrication, conception et fabrication par ordinateur. Mais qu'est-ce que fait le TECFA dans ce domaine-là en fait? Rien du tout. Rien du tout. Bonne réponse. On ne fait pas de recherche. Donc, le seul projet que j'ai commencé, mais que j'ai laissé tomber un peu, justement, c'est cet exemple de visualisation. Donc, je peux vous montrer, mais je pourrais faire un petit article de conférence. Il y en a assez. Donc, ça, je peux juste vous montrer une fois, deux, trois photos en plus. Oui. Je vais juste ouvrir un nouveau onglet. Attendez, voir. Voilà. Voilà. Donc là, je partage. Là, vous voyez moi. Hein? Donc là, je dois partager un écran, je crois. Hein? Démarrer partage de l'écran. Voilà. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est que j'ai fabriqué un peu des briques qui permettent de visualiser le progrès d'une thèse. Et donc ici, à gauche, on ne voit pas très bien sur la photo, évidemment. J'ai fait des briques qui permettent de visualiser différentes tâches. Et ici, des problèmes, par exemple, le temps qu'il y a, la famille, l'intérêt. Et puis, après, on prend des briques un peu juste pour visualiser l'importance ou le progrès. Hein, par exemple, ici, il y a une tâche, elle est assez avancée, c'est pour ça qu'il y a une tour qui est plus élevée. Et puis, finalement, comme je n'ai pas assez de briques, j'ai aussi acheté des briques toutes plates où les gens ont tout simplement. Donc celle-là, elle a des remords à un moment donné parce qu'elle s'occupe plus de la famille parce qu'elle doit faire la thèse. Il y a l'avancement des chapitres. Et chapitre là, c'est juste un numéro, mais ici, elle voulait mettre ce qu'elle voulait mettre dedans. Donc elle a écrit simplement sur des plaques plates. Après, il y a des visualisations plus intéressantes. Donc il y a une personne qui a pris des Lego volés à la maison aux enfants. Et essayer d'exprimer un peu des idées qui permettent de visualiser l'état d'avancement. Et là, c'est là où ça commençait un peu à dégringoler pour cette personne-là. Donc, elle a fait une visualisation de son progrès avec escalier, et puis là, elle était dans les nuages, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant, ce qu'on pourrait faire comme papier dessus déjà, c'est de voir un peu sur la notion de l'appropriation d'un outil tangible, l'adapter à ses besoins, etc. Donc là, il y aura de quoi faire quelque chose comme papier, quoi. Un autre truc que j'ai fait, mais là ça ne compte pas comme recherche, c'est que on fait aussi un peu de l'animation pour le grand public.
là, il y a une URL qui, quelque part, vous pouvez trouver dans les liens. Donc, on a fait une journée Expand Your Horizons, donc pour une fois, un site web joli. Euh, pour intéresser les femmes à la broderie et à l'impression 3D. Et ça, c'est des élèves à moi qui ont fait. Bon, mais là, après, on aurait dû faire des questionnaires avec les participants pour savoir si elles étaient plus motivées par les histoires de design et de fabrication. On ne l'a pas fait, donc ça compte pas comme recherche, quoi. Voilà. Donc, en gros, les deux activités. Évidemment, une activité assez importante pour moi, personnellement, c'est toujours partager ce que je sais faire. Donc, si vous allez sur le wiki, notamment la version anglaise, il y a des tas d'articles qui peuvent être utiles pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine. Donc, ça, c'est la formation. D'accord, ok, je vois. Alors, une autre question quand même. En fait, on aimerait bien savoir plus de détails sur l'intérêt, donc justement, de la conception et le design au niveau de l'éducation d'une manière générale, au fait. C'est-à-dire, si jamais moi je suis prof d'université, au fait, ou prof dans une école, etc. Comment vous voyez donc l'intérêt de cette nouvelle technologie dans l'enseignement, en fait, d'une manière générale? Voilà, donc tout dépend du domaine, hein. Mhm. D'accord? Donc, moi, je préconise déjà qu'il faudrait introduire ce domaine en soi, mais disons, on prend un domaine qui existe déjà. Par exemple, vous êtes enseignant en informatique à l'école. D'accord? Donc, l'intérêt, par exemple, de programmer des objets 3D plutôt que d'enseigner un langage de programmation normal réside et sur deux plans. Premièrement, ça peut s'avérer être plus motivant parce que quand un apprenant a un objet tangible qu'il a fabriqué, ça le motive plus, donc il risque d'investir plus de temps. Et comme vous savez très bien, la réussite et l'éducation, le facteur qui explique le plus, c'est le temps investi par l'élève, hein. C'est le paramètre de base de l'éducation. Deuxième facteur, c'est la qualité de l'enseignant. Troisième, peut-être la pédagogie, mais je ne suis pas sûr, hein. Et donc, motivation, ça c'est très important. Et deuxièmement, ça vous permet peut-être aussi de repenser la façon dont vous enseignez. C'est-à-dire, au lieu de juste enseigner des algorithmes en soi, vous pouvez peut-être plutôt orienter l'enseignement vers le design, c'est-à-dire dans l'enseignement, il y a une bonne dose de reproduction qui est nécessaire. Je veux dire, si vous faites des maths, par exemple, vous enseignez la topologie, pour pouvoir utiliser la topologie, il faut passer par une étape qui est assez transmissif, exercice, pratique, reproduction d'exemples. Mais à bout d'un moment, il faut peut-être éveiller la créativité des gens, par exemple, qui suivent ce cours de maths, et puis essayer de faire quelque chose qui est un réel challenge, quoi. Donc, essayer d'apprendre aux gens à penser en termes de projet et puis pas juste en termes de reproduction. Par exemple, si vous voulez programmer une vis, hein, une simple vis, là, quelque chose comme ça, en 3D, il faut avoir pas mal de maths derrière. Moi, je ne saurais pas le faire, quoi. Voilà. Donc, deux idées. Maintenant, si vous travaillez dans un autre domaine, ben, il faut à chaque fois essayer de trouver quelque chose qui a du sens. Hein, par exemple, en éducation, hein, si vous enseignez l'éducation, par exemple, si vous êtes prof de pédagogie, si vous voulez enseigner la 3D à vos apprentis qui vont être des enseignants, il faut leur dire, par exemple, inventez un jeu sur table. Par exemple, essayez d'imaginer un jeu qui apprenne aux enfants quelque chose. Voilà. Donc, c'est très, très contextuel, la réponse. D'accord. Alors, on a un tweet. Alors, bonjour Daniel. Quel logiciel open source recommandez-vous sur Mac pour ma modélisation 3D et 2D? Sur Mac, ouais. Quel logiciel open source? Ouais. Tout dépend un peu de vos affinités. Et si vous savez déjà faire de la modélisation 3D, hein, donc il y a beaucoup de gens qui font déjà.
donc qui utilisent par exemple des logiciels comme Google SketchUp ou Blender. Là, je vous conseille de continuer avec ça. Et il est possible de fabriquer des objets 3D qui sont exportables dans le format qu'on utilise en 3D. En 3D, on utilise un simple format qui s'appelle STL. Donc, c'est un maillage avec des triangles quoi, qui est pas très compliqué. À peu près n'importe quel logiciel sait le produire. Donc, ça, si vous savez déjà, renseignez-vous simplement sur les possibilités d'exportation. Il y a des forums, des discussions, etc. Par exemple, pour Blender, il existe même un livre qu'on peut acheter, Blender pour impression 3D. Maintenant, si vous savez encore rien faire, une deuxième option, c'est donc essayer d'apprendre un logiciel de dessin technique, donc un logiciel de CAD. Et là, il y en a plusieurs. Malheureusement, je ne suis pas sûr si ça fonctionne sur Mac. Essayez Autodesk 1, 2, 3. C'est pour le moment un logiciel gratuit qui est fait par une des plus grandes entreprises dans le domaine. Sinon, il existe d'autres, donc vous pouvez aller voir dans les liens, j'ai une liste. Quoi. Mais Autodesk 1, 2, 3, ce serait ma première option, mais je ne suis pas 100% sûr si ça marche déjà sur le Mac. Finalement, si vous êtes informaticien, vous aimez programmer, la réponse est OpenSCAD. Donc, si vous préférez faire quelque chose en programmant, et ça peut être plus simple que le dessin, la réponse c'est OpenSCAD. Voilà. Merci. Alors, une autre question, peut-être la dernière, en fait. Donc, il y a une personne qui voulait avoir plus d'éclaircissement sur le quadrant de Pasteur que vous avez présenté, je pense. Ouais. Donc, il aimerait bien que vous reveniez sur ce principe-là ou sur ce concept et qu'est-ce que vous voulez dire par ce quadrant-là, il sert à quoi? Est-ce que je peux faire de la pub pour un petit article que j'ai fait avec une collègue qui s'appelle Barbara Class? Bien sûr, c'est notre amie Barbara, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, c'est elle qui a fait avec moi. Attendez. J'essaie de voir carrément ça sur Google, si on arrive à trouver. La recherche design en éducation. Donc, est-ce qu'on peut copier ça dans le chat? Je vais essayer. Oui, dans le chat, effectivement. Voilà. Donc, ici là-dedans, bon, ça concerne, donc c'est une petite revue en ligne qui est gratuite. Et puis, on essaie un peu de faire notre interprétation de cette problématique-là. Hein. Donc, nous, on part simplement peut-être d'un constat. Et le constat, c'est que la recherche ne s'intéresse pas à l'utilisation, globalement, dans les universités. Je peux vous donner un exemple très concret dans mon domaine. Hein. Depuis à peu près 10 ans ou plus, on parle de ce qu'on appelle learning design. Hein. Même en français, on utilise ce mot. Hein. Donc, conception d'apprentissage. Et toute une école autour. Il y a un formalisme même qui existe, donc qui a été formalisé par l'organisation IMS, qui s'appelle IMS Learning Design, hein, il y a à peu près 12 ans. Et tout le monde était plus ou moins d'accord, en tout cas dans le e-learning académique, que c'était ça la solution pour pouvoir implémenter des pédagogies plus intéressantes que l'on fait actuellement. Il y a eu une dizaine de thèses en France, enfin peut-être pas en France, mais moi peut-être des dizaines. Énormément de logiciels qui ont été développés, 100 millions. Et ça, c'était la recherche fondamentale qui prétendait être appliquée, mais elle a été inutile. Donc, pour le moment, il n'y a aucun outil qui permet de faire du learning design. Si on veut faire du e-learning aujourd'hui en utilisant des designs standardisés, on doit travailler avec SCORM 1.2 ou SCORM 2004. Hein, donc, ce sont des technologies qui ont été fabriquées pour le soldat simple. Hein. Et c'est ça la norme à l'université. C'est pas les normes qui ont été fabriquées pour les officiers. Mais voilà. Donc, c'est ça qu'on a aux universités. Et puis, on a maintenant des gens qui font une thèse en informatique, qui publient un article. Ouais, c'est génial mon truc. Deuxième, ouais, c'est génial cet aspect-là. Oui, c'est génial. Donc, beaucoup d'autoplagiarisme là-dedans.
Après, au bout de 5 ans, ah non, c'est pas génial, ça marche très bien, on fait autre chose. Hein, donc il y a cette optique qui règne dans les universités que même si on fait de la recherche appliquée, on fait toujours quelque chose qui sert strictement à rien. Ça ne fait pas progresser la science, parce qu'on sait ce que c'est du learning design, que ça ne sert à rien d'avoir encore un système différent. Et ça peut seulement servir si on a un intérêt pour la réelle application, c'est-à-dire si on essaye de fabriquer des choses qui marchent, qui sont adoptées par une communauté. Et donc, ça nécessite en fait une pensée qui est très différente. En tout cas, dans notre domaine, en technologie éducative, il faut faire des projets qui durent 10, 15, 20, 25 ans pour qu'on puisse faire quelque chose d'utile, au lieu toujours d'essayer de réinventer légèrement la roue sans que ça change quoi que ce soit. Voilà, donc un petit exemple un peu improvisé qui montre juste que finalement, il y a quelque chose qui coince. Hein. Il y a l'appliqué, il y a la théorie et le design, quelque part, il tombe. On ne crée rien. On ne crée rien. On crée que du papier. Voilà. Ce qui n'est même pas intéressant sur le plan théorique. C'est ça le drame. Mmh. Bien, je pense, a priori, il n'y a pas d'autres questions en fait qu'on a reçues. Je te remercie Daniel pour cette présentation très intéressante quand même. Donc, en fait, vous avez remarqué certainement donc qu'on est en train quand même d'essayer de varier les thématiques de nos webinaires en fait. Hein, donc, on essaie de suivre l'actualité. Donc, et je pense que la thématique du design et de la conception via ordinateur, ça commence à intéresser beaucoup de, je dirais, nos bénéficiaires en fait. Merci beaucoup. Donc, Daniel, juste un petit rappel quand même pour nos amis algériens. En fait, on va organiser prochainement, c'est-à-dire le 24 avril, la semaine prochaine, donc un barcamp en fait sur les CLOM, en fait, donc ou les MOOC, donc à l'université de Constantine II, en fait. Donc, ça sera organisé le 24 avril. Donc, n'hésitez pas à y participer. Donc, et on aura beaucoup, une journée entière réservée sur la thématique des CLOM, en fait. Je vous remercie donc Daniel et on se verra peut-être prochainement donc à l'IFIC pour un autre séminaire éventuellement ou un autre webinaire ou éventuellement pour une formation à Tunis, hein, donc sur le design. Très bien, je vous remercie tous. Hein. Désolé pour la préparation, c'était fait un peu à l'improviste, mais j'espère quand même que vous allez en profiter. Puis je vous rappelle quand même que il y a ce wiki là où il y a beaucoup de liens, de ressources, etc. Hein. Si vous voulez vraiment vous lancer un peu plus, vous pouvez les suivre, les liens, déjà consommer ce qu'il y a dans les wikis éventuellement. Merci. Merci beaucoup, allez, au revoir.